Bonjour, dans cette vidéo, on va voir où est-ce que tu peux investir en 2025, donc quels sont les actifs financiers qui risquent de t'apporter de l'argent, ceux où effectivement tu risques d'en perdre, pour pouvoir d'avoir une vision globale de l'économie, du cycle économique dans lequel on se trouve, pour que ton argent soit placé au mieux. Donc on verra déjà qu'est-ce qui a changé en 2023-2024, qu'est-ce qui se profile éventuellement pour 2025. On fera le tour en fait de ses conséquences économiques, quelles influences ça a sur l'immobilier, les actions, les liquidités. Je te parlerai aussi de mon plan d'action personnelle par rapport au cycle économique dans lequel on se trouve, qui est quelque chose que j'ai pompé chez Leroy Merlin qui s'appelle croissance et agilité. Et puis on terminera cette vidéo par comment se fixer un objectif, parce que c'est très bien d'avoir de la théorie, mais il y a un moment c'est autre chose de la mettre en pratique, et donc la pratique ça passe par des investissements, des actions, et donc c'est bien pour que les actions soient efficaces qu'elles aillent dans le bon sens. Donc on se verra comment est-ce qu'on se fixe un objectif en fin de vidéo. Alors je répondrai avec plaisir à toutes tes questions dans les commentaires, et puis pour ceux qui préfèrent m'envoyer, qui veulent pas partager publiquement, et bien je suis disponible aussi pour lire tes messages et te répondre avec plaisir à l'adresse julien@parkinggarage.fr. Alors qu'est-ce qui s'est passé de neuf, on va dire, en 2024-2025? Alors le gros changement des dernières années, c'est le retour de l'inflation. D'accord? On a eu en 2022-2023 des inflations qui sont publiquement affichées à plus de 7%. D'accord? C'est du jamais vu depuis, en tout cas depuis que moi je suis né, ou on va dire que je suis majeur et que je m'intéresse à l'économie, c'est-à-dire depuis le début de mes études en 2002, c'était jamais arrivé. D'accord? Donc là, ça change énormément de choses, ça veut dire que s'il y a des impacts sur nos investissements, sur nos patrimoines. On voit bien que là, l'inflation, elle est plutôt en train de reculer en termes de 2024, mais on est loin de ce que souhaite la Banque Centrale Européenne, qui a un impact sur l'économie de la zone euro qui est extraordinaire. D'accord? Dans quel sens ? La Banque Centrale Européenne, son objectif, c'est d'avoir une inflation autour de 2%. D'accord ? Et pour cela, son instrument principal, en fait, c'est de fixer la valeur de l'argent, c'est-à-dire à quel taux tu empruntes l'argent. Et on voit bien que là, depuis les années 2000, depuis 2010, on avait des taux qui étaient extrêmement faibles, ce qui nous a permis, nous, investisseurs immobiliers, de pouvoir emprunter sans que ça coûte réellement énormément d'argent. D'accord ? C'était du jamais vu, d'ailleurs, d'un point de vue historique, on n'a jamais eu des périodes aussi longues avec des taux d'emprunt aussi faibles. Là, on est sur une période de retour à la normale, c'est-à-dire qu'on revient, où quand moi j'ai commencé, mon premier emprunt immobilier, j'empruntais à 3,25%. C'était en 2013. Donc là, on revient sur ce genre de taux, voire même peut-être un peu plus haut, parce que la Banque Centrale Européenne, voyant qu'il y avait beaucoup d'inflation, a dit on ne peut pas laisser l'inflation filer comme ça, on va faire quelque chose, et c'est augmenter les taux directeurs. Alors quel est le mécanisme qu'il y a derrière ça ? C'est important pour toi que tu le comprennes, parce que ça a aussi un impact sur l'économie. Alors quand les taux directeurs, donc les taux auxquels les banques empruntent à la BCE, et le taux auquel elles te prêtent de l'argent, quand tout ça augmente, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien ça fait qu'il y a moins d'emprunts qui sont réalisés. Parce que moi, en tant que particulier, ou toi, en tant que chef d'entreprise, ou les entreprises comme les ménages, quand ils vont devoir acheter quelque chose comme une voiture ou réaliser un investissement, ils vont voir que s'ils doivent emprunter 100 000 euros, il y a peut-être, ne serait-ce que quelques années, ça allait leur coûter peut-être 15 000 euros d'intérêt, et qu'aujourd'hui, ça va leur coûter 30, ou peut-être même plus. D'accord ? Donc forcément, le projet en tant que tel d'emprunter 10 ou 20 000 ou 30 000 ou 100 000 euros, on voit bien que c'est beaucoup plus coûteux. Ce qui fait que au niveau des dépenses, que ce soit des dépenses d'investissement ou des dépenses de confort de la vie courante, on a moins envie parce que ça coûte plus cher. Et c'est exactement ce que veut la Banque Centrale Européenne. Donc comme on a moins envie, les banques elles prêtent moins, il y a moins de volume, et ce qui fait que comme il n'y a pas moins de crédits qui sont émis, il y a moins d'argent qui est injecté dans l'économie. Donc s'il y a moins d'argent qui est injecté dans l'économie, le volume d'argent disponible pour toi, pour moi, pour les entreprises, les ménages, les États, diminue. Donc comme il y a moins d'argent, les gens se mettent à courir après l'argent, il y a une espèce de pénurie qui se crée, donc on dépense un peu moins, et ça fait baisser l'inflation, puisque l'inflation c'est tout le monde a de l'argent, les entreprises voyant que tout le monde a de l'argent, ils s'embêtent pas, ils augmentent les prix,
Et donc dans ce cas-là, eh bien, on a de l'inflation qui s'est créée, notamment c'est ce qu'on a vu sur toutes les dépenses alimentaires, l'énergie, etc. Ces 2 dernières années, on a eu énormément d'inflation, et là c'est en train de se tasser parce que les taux directeurs ont augmenté. La conséquence de tout ça, de cette volonté de réduire l'inflation, ça a un impact sur l'économie, parce qu'il y a moins de dépenses d'investissement, donc on investit moins, donc il y a moins de revenus à l'avenir. Les gens, voyant que il y a de la destruction d'emplois, que économiquement ça se tend, parce que forcément les gens ayant moins d'argent, ils peuvent moins emprunter, on reporte les projets, donc les entreprises ont moins de ressources, elles font moins de chiffre d'affaires, elles ont moins d'argent pour payer les salariés ont moins d'argent pour aller dépenser chez Carrefour et compagnie, et donc du coup ça ralentit l'économie. D'accord? Donc ça c'est ce qui se passe d'un point de vue macro, ça se vérifie. En tout cas, moi, concrètement, dans ma vie de tous les jours, j'ai jamais vu autant d'enseignes, et notamment, voilà, les Leroy Merlin, les Office Dépôt, faire des promotions aussi attractives qu'en ce moment. D'accord? Donc on voit bien ils ont besoin, en fait, d'aller chercher de l'argent. Je vois bien aussi, là, je contacte des artisans, que les carnets de commandes sont beaucoup moins pleins qu'il y a quelques mois. Et ça se vérifie déjà, puisque la croissance affichée pour 2024, c'était 0,7% en zone euro, il prévoit péniblement à 1,3 pour l'année prochaine. Donc on voit bien qu'on est dans une phase de ralentissement économique, et c'est tout à fait normal, parce que l'économie c'est comme toute chose dans la nature, comme les saisons, c'est-à-dire qu'on a des périodes où là on rentre dans l'automne, l'hiver, on est dans des périodes de décroissance, pour repartir ensuite au printemps-été, l'économie elle suit pareil, ce cycle-là de croissance-décroissance, comme une respiration, où il y a un moment, on a besoin de se reposer, on a besoin de reprendre son souffle pour repartir après. Et donc là on est vraiment dans ce cycle-là d'un point de vue économique, et il ne faut pas se tromper de lecture, parce que forcément, toi en termes de timing pour tes investissements ou ton patrimoine, ça n'a pas la même conséquence, d'accord, qu'on soit en phase de croissance, comme on a connu ces dernières années, alors pas les 2 dernières, mais celles d'avant, voilà, donc cette lecture du cycle économique, on va maintenant l'appliquer aux grandes classes d'actifs, pour que tu puisses voir dans quoi tu peux investir, notamment en 2025, et peut-être les années d'après, si le cycle économique perdure comme ça, sur une phase de croissance molle, voire peut-être de récession dans certains pays de l'Europe. Alors, les grandes classes d'actions, on a les actions, donc je suis propriétaire d'une part d'une entreprise, plus ou moins grosse, et en échange de cette propriété là, je peux avoir droit à un dividende notamment. Les obligations, donc là ce sont des grandes entreprises, des États qui empruntent sur les marchés auprès notamment des assureurs ou de fonds d'investissement. Donc c'est de la dette. Les liquidités, c'est l'argent sonnant et trébuchant que tu as sur ton compte en banque. Et puis une grande classe, ma préférée, l'immobilier. Alors en termes d'actions, on va commencer par ça. Aujourd'hui, donc là, je sais plus ce que je t'ai mis, voilà, je t'ai mis l'ETF World, d'accord, donc ça c'est la valorisation des plus grandes sociétés mondiales, d'accord, c'est pas juste celle des États-Unis ou juste celle de la zone euro, c'est aussi les chinoises, les russes, les indonésiennes, les indiennes, etc., d'accord, donc ça c'est, s'il y avait une bourse mondiale, eh bien, ça ce serait son niveau de valorisation. Et on voit bien que ça n'a jamais été aussi haut depuis toujours, quoi, d'accord, donc là on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement élevé, avec un point bas qu'on peut noter, voilà, notamment dans 2020, qui est lié au Covid, qui est moi la période dans laquelle j'ai commencé à investir en bourse, parce que j'aime bien acheter quand c'est pas trop cher. Là aujourd'hui, je trouve ça extrêmement cher. D'accord? Donc tu as compris que quand moi j'investis en bourse, j'achète pas une action de type Tesla ou Renault ou je ne sais quoi. En fait j'achète un panier d'actions, c'est-à-dire que je prends des parts dans plein de grosses sociétés, d'accord? Des petits pourcentages, mais plein de sociétés. Ça me permet en fait, les ETF, donc les trackers, d'avoir la performance de l'ensemble du marché. Pas juste une société donnée, mais l'ensemble du marché. Un petit peu de Google, un petit peu d'Apple, un petit peu de, je sais pas moi, de Carrefour. Et donc, quand on regarde ce que l'ensemble des grosses sociétés mondiales distribuent en termes de dividendes, on est sur du 1,5-2% avant impôt. Moi, ça me fait pas rêver. Ça veut dire que si je mets 10 000 euros, ça va me rapporter péniblement entre 15 et 20 euros par an. D'accord, ou 150 et 200, pardon. Ça va pas être très réjouissant, d'accord. Je préfère largement mettre 10 000 euros dans un autre garage à 8%, ça va me rapporter 800, ça va être 4 fois mieux, et en plus j'ai le contrôle dessus. Donc pour moi, dans ma phase d'investissement pour remplir mes enveloppes de type PEA, assurance vie en actions,
eh bien, je suis plutôt en train de ralentir, c'est-à-dire que je mise moins d'argent dedans, parce que comme c'est plus cher, eh bien, j'ai moins envie d'investir dedans. La technique que j'utilise, moi, c'est le dollar cost average, c'est-à-dire que j'investis une somme d'argent fixe à intervalles réguliers. Et là, je suis plutôt en train de sauter des intervalles, parce que je trouve que les valorisations sont élevées. Ça ne veut pas dire que je n'investis plus rien dedans, mais ça veut dire que l'argent que je devais remettre dedans, je le mets ailleurs, et je vais t'expliquer après. Pourquoi? Parce que j'aime bien, moi, faire l'inverse de ce que tout le monde fait, c'est-à-dire que quand les valorisations sont hautes, je suis plutôt vendeur, ou je garde, et par contre quand ça se casse la figure, et que là plus personne ne veut acheter, c'est là moi où j'achète, d'accord? Je préfère acheter à bas prix, prendre les risques quand personne ne veut le faire, plutôt que d'acheter, et pour moi le risque de perte il est beaucoup plus important. D'accord? Donc ça c'est ma stratégie. Autre point qu'on a vu qui est extrêmement important, parce que c'est ça qui l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est de limiter l'inflation. Mais on a vu que ils n'ont pas été capables de le faire, notamment les 2 dernières années, parce qu'on a eu des inflations qui étaient largement au-dessus des 2%. Donc ça veut dire que si j'ai des inflations par exemple à 5% par an, et que j'ai 10 000 euros sur un compte courant par exemple qui n'est pas rémunéré, et si l'inflation est de 5%, ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'ai perdu 5% de pouvoir d'achat. Alors j'ai toujours mes 10 000 euros, mais au lieu de pouvoir acheter l'équivalent de 10 000 euros, je peux acheter l'équivalent que 10 000 moins 5%, c'est-à-dire 9 500 euros de marchandises. D'accord? Donc mon pouvoir d'achat réellement il a diminué. Donc ce que je préfère faire, c'est que mes liquidités qui sont sur mes comptes courants, plutôt que de les laisser sur les comptes courants et qui perdent 5%, je préfère les réinvestir dans des garages qui me rapportent 8%. Parce que la différence de l'argent investi, c'est de moins 5 à 8, ça fait 13% de différence de gain financier. Donc c'est extrêmement important. C'est pour ça que là, j'investis dans des travaux, dans mes lots de garage existants, pour satisfaire mes locataires évidemment, parce que c'est pas des travaux que je fais pour faire plaisir, je les fais pour valoriser le lot, mais surtout aussi pour mes locataires, parce que certains me le demandent, et puis d'autres ne me le demandent pas, mais ils sont très contents quand ce sera fait. C'est souvent ça, les locataires, ils redemandent rarement des travaux, mais par contre quand ils sont faits, ils se sont dit « Ah ouais, c'est bien, je pensais pas que ce serait aussi bien ». En tout cas moi ça m'arrive tout le temps, c'est la réaction classique des locataires. Donc ça c'est, on va dire, le meilleur moyen de se protéger de l'inflation pour moi, parce que effectivement, placer de l'argent, plutôt que faire moins 5, on fait plus 8, c'est extrêmement intéressant. Plutôt que faire moins 5, on peut aussi faire moins 1, moins 1,5, d'accord? Et ça, ce sont les livrets de type livret A, ou quand il y a de l'argent dans mes sociétés, les SAS ou les holdings, d'aller voir la banque et puis de lui demander ce qu'on appelle des dépôts à terme. Et donc là, aujourd'hui, les dépôts à terme que j'ai souscrits sont rémunérés à peu près 3,5% par an, peut-être 4. Donc admettons, si j'ai 50 000 euros rémunérés à 4%, ça fait quand même 2 000 euros de revenus en intérêt tous les ans. D'accord? Donc c'est pas négligeable, et ça permet de protéger de l'inflation. Alors c'est moins bien que si c'était investi, mais il faut aussi garder des liquidités, notamment quand on investit dans l'immobilier, pour pouvoir financer les travaux, rembourser les emprunts, etc. Il faut toujours une poche de secours. D'accord? L'idée aussi, c'est que s'il y a des petits investissements qui se présentent, plutôt que d'aller lever de l'argent à 3-4% d'intérêt, j'ai autant intérêt de prendre l'argent de mes liquidités, qui de toute façon est rémunéré négativement, qui me fait perdre de l'argent, pour pouvoir le placer dans des investissements avec des rendements positifs, d'accord? Et donc de moins faire appel à l'emprunt. Et puis en termes de liquidité, un des placements préférés des Français, avec le livret A, c'est l'assurance vie. Et donc les assureurs, eux, achètent de la dette d'État et de grandes entreprises. Ces dettes-là, aujourd'hui, sont très peu rémunérées, et donc forcément, moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop, notamment parce que suite au Covid, on a fait le choix que toutes les pertes individuelles, donc des entreprises, des ménages, les pertes d'argent, les pertes de revenus, soient financées par de la dette commune, d'accord? Donc la France, notamment, s'est énormément endettée pendant cette période-là. Et du coup, moi, cette explosion de la dette-là me fait un petit peu peur, et donc j'ai choisi de quasiment plus prêter de l'argent, en tout cas d'acheter de la dette aux États européens. Dernière classe d'actifs dont on va parler, c'est l'immobilier. Alors l'immobilier est extrêmement impacté par la hausse des taux, parce que effectivement majoritairement ça se finance quand même à crédit, puisque alors pour les garages c'est moins vrai parce que les montants sont petits, donc on peut financer cash, mais sur des résidences principales notamment,
qui représente l'immense majorité du marché, ou l'immobilier d'entreprise, ou ce que tu veux, bah en fait c'est difficile d'avoir l'argent cash. En tout cas à mon âge, quand on n'a pas hérité de ses parents, etc., bah on a très peu d'argent à investir cash. Donc l'idée, l'idée, non. Avant d'arriver sur l'idée, c'est la situation. C'est-à-dire qu'en termes de volume, on est passé, on était au-dessus de la barre des 1 million de transactions par an sur les dernières années de transactions immobilières. Là, on est plutôt autour de 800 000, d'accord? Donc on voit bien qu'il y a à peu près moins 25, moins 30% de ventes en moins. Ça a un impact sur les prix, d'accord? On voit bien, notamment sur le Bon Coin, que les prix baissent, en tout cas voilà, pour les garages, mais aussi pour l'immobilier traditionnel. C'est pas une hécatombe, hein, c'est pas non plus une hémorragie, mais voilà, il y a une tendance où ça baisse tranquillement, mais on ne sait pas où ça va aller, d'accord? Ça peut repartir à la hausse, ça peut repartir à la baisse, on n'en sait rien. C'est pas pour ça non plus qu'il faut s'inquiéter, parce que de toute façon, il y a toujours des bonnes affaires à faire, hein, que le marché il soit très haut, très bas, etc. En fait, si tu as des capacités d'investisseur, que tu es motivé pour le faire, que tu as les bons objectifs, on verra ça à la fin de la vidéo, il y a toujours des bonnes affaires à faire. Ceci dit, bah, on voit aussi que le secteur peine, parce que bah, forcément, s'il y a moins de ventes, bah, il y a moins de boulot pour les banques, il y a moins de boulot pour les agents immobiliers, il y a moins de boulot pour les courtiers, il y a moins de boulot pour les artisans, enfin tout ça en fait c'est impacté. Okay, et donc forcément, bah, on voit que les promoteurs immobiliers notamment font des faillites et qu'il y a beaucoup d'agences qui ferment, beaucoup de courtiers qui ferment, qui changent de métier parce que bah, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, de vendre des biens immobiliers et de les financer en ce moment avec ce qui s'est passé, notamment la remontée des taux. La bonne nouvelle pour ceux qui sont déjà propriétaires, moins pour les locataires, mais bon ça pour les propriétaires c'est plutôt pas mal, c'est que comme il y a eu des retours dans l'inflation, on a pu augmenter, répercuter cette inflation-là dans les loyers. Et donc moi quand j'ai fait les revalorisations cette année, bah, grosso modo en moyenne j'ai augmenté de 15% l'ensemble de mes garages. D'accord, donc c'est énorme, ça représente plus de 10 ou 20 000 euros d'augmentation de revenus cette année. D'accord, donc ça c'est super, et l'immobilier c'est aussi un actif que j'apprécie parce que il a cette capacité à lutter contre l'inflation, d'une part par la hausse des loyers, mais aussi éventuellement par une éventuelle plus-value, parce que ça permet de lisser, on va dire, la perte de l'argent dans le temps. C'est pas les prix de l'immobilier qui augmentent, c'est la valeur de l'argent qui baisse, d'accord, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus d'argent pour acheter la même chose, parce que l'argent vaut moins cher, hein. Il faut vraiment le voir dans ce sens-là et pas l'inverse, hein. C'est pas les prix qui augmente, c'est la valeur de l'argent qui baisse. C'est l'inflation, hein, c'est son mécanisme. La mauvaise nouvelle, en tout cas qui m'a impacté moi énormément cette année, c'est que j'ai eu des hausses de taxes foncières. Alors c'était très variable hein, selon les communautés de communes, etc. Ça a été de plus 2, plus 3%, jusqu'à plus 25, d'accord? Et plus 25, c'est vraiment une hausse assez importante. Ça vient d'où? Ça vient de la disparition de la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'avant, les communes et les communautés de communes se finançaient aussi bien auprès des locataires, toutes les personnes qui payaient la taxe d'habitation, et les propriétaires via la taxe foncière et la taxe d'habitation. La taxe d'habitation étant en voie de disparition, ils prélèvent beaucoup moins de taxes, et ben c'est reporté mécaniquement sur les propriétaires via les taxes foncières. Alors pour moi ça me dérange pas trop parce que j'ai pu faire les hausses de loyer, que grosso modo c'est assez neutre financièrement, il y a une petite perte de rendement parce que je peux pas répercuter un plus 25 de hausse de loyer sur certaines communes, mais grosso modo là où les communes ça a fait plus 2, plus 3, j'ai fait plus 15 d'augmentation de loyer, et puis celle où ça fait plus 25, j'ai fait plus 15, et l'un dans l'autre, comme je suis diversifié géographiquement et que tout n'est pas sur la même commune, j'ai pas en fait cet effet ciseau où j'aurais pu me retrouver avec un plus 25 et augmenter plus 15 et donc d'avoir perdu 10% de revenus et de marge. Donc voilà un petit peu pour la photo de l'immobilier. Donc si on fait une synthèse sur tout ce que je te viens de regarder d'un point de vue économique, d'un point de vue actif, pour moi, il est encore temps de se protéger de l'inflation. Si c'est pas déjà fait, il faut mettre en place les actions que je t'ai préconisées pour le faire, d'accord? Donc ça veut dire aussi bien placer l'argent, soit dans l'immobilier, soit dans des livrets, etc. pour éviter, on va dire, de se faire grignoter du pouvoir d'achat au quotidien sans s'en rendre compte. J'ai une certaine
certaine méfiance sur les actions et les obligations, pas pour les mêmes raisons, parce que les actions pour moi sont très très hautes valorisées, très très fort valorisées, et puis je vois mal comment ça pourrait monter plus haut. Les obligations, je vois bien que les dettes des États, que ce soit les États-Unis, les États européens, ça a littéralement explosé, et donc il y a un moment, il faut bien rembourser cette dette. Alors c'est en train de se faire via l'inflation, justement, parce que il y a deux moyens de rembourser la dette, hein. C'est soit on prélève plus d'impôts, soit la valeur de la dette diminue. Et donc c'est ce qui est en train de se faire par l'inflation, qui a été le mécanisme qui a été choisi. Dans l'immobilier, on voit que pour ces professionnels du secteur, c'est compliqué. Pour les investisseurs, pas tellement. Ceux qui sont déjà propriétaires, c'est plutôt bien. Et puis ceux qui veulent rentrer, il est toujours temps, parce qu'il y a toujours des bonnes affaires à faire, qu'on soit dans des cycles haussiers et baissiers. C'est toujours, en fait, ça dépend de ta capacité à investir et de tes compétences d'investisseur. Plus tu es compétent, plus tu trouves des affaires rentables, plus facilement, plus rapidement et plus fréquemment. Donc c'est vraiment, il faut aussi garder ça en tête, c'est extrêmement important. Et puis surveiller les tendances économiques, c'est-à-dire aussi bien regarder ce qu'on a fait, c'est-à-dire les gros chiffres, d'accord, ce qui est l'agglomération des tout petits acteurs, toutes les entreprises, tous les ménages, etc. Ça donne une tendance économique globale qui est mesurée notamment par l'INSEE et la Banque Centrale Européenne et tout. Il y a plein de chiffres disponibles, ça sert à rien d'aller tout creuser, mais déjà de voir un peu dans quelle tendance on est, et puis il y a le très très gros et puis il y a le très petit, c'est-à-dire de voir par exemple le magasin du coin, la grande surface, le Leroy Merlin, les Office Dépôt, etc. Est-ce qu'ils font des promotions en ce moment? Oui. Est-ce que ce sont des grosses promotions? Oui. Moi, les promotions qu'il y a en ce moment, en fait, c'est des choses que je vois qu'en temps de crise. Donc, du coup, ce sont aussi des indices pour corréler ce qui se passe d'un point de vue chiffre en haut et ce qui se passe aussi dans la vie quotidienne. Et si les deux concordent, on a une lecture des indices, un faisceau d'indices qui est cohérent. Alors, pour moi, donc tu as compris, on est en phase on n'est pas en phase de croissance économique, on est plutôt en phase de régression, de stagnation, et donc on peut dire qu'on est en crise, d'accord. Et la première crise que j'ai vécue, c'était en 2008 chez Leroy Merlin, c'était la crise des subprimes. Après il y a eu la crise de l'euro qui est arrivée en 2012, et c'est la période où moi j'ai commencé à investir en immobilier, où j'ai créé le site parkinggarage.fr, donc je me suis installé en tant qu'entrepreneur à mon compte. Donc ça va être la 4e crise que je traverse depuis 2008. Bon, je suis très serein par rapport à ça, et après chacun gère ses émotions comme il veut, mais personnellement, c'est quelque chose que j'ai déjà traversé, je vois à peu près comment ça se passait, je sais que ça va repartir, je sais pas quand, je sais pas comment, mais bon an mal an, on fait le dos rond et on s'adapte, d'accord. Donc ça veut dire que au niveau de mon patrimoine, au niveau de mes investissements, par rapport à la lecture que je viens de te faire, et qui est une lecture personnelle, d'accord, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas parler en ton nom, mais je peux juste te donner des éléments de réflexion. Après tu te les appropries, tu te les appropries pas, tu te fais une idée sur ce que je t'ai dit, et après c'est toi qui te décides et qui prends tes choix en conscience pour ton patrimoine et ton avenir. Donc le plan chez Leroy Merlin qui avait été mis en place en 2008, c'était un plan qui s'appelait croissance et agilité. D'accord, donc croissance, on va chercher du chiffre d'affaires, mais agilité, on fait attention aux dépenses. D'accord, donc ça c'est le premier point, on commence à faire attention aux dépenses, parce que le premier euro de gagné, c'est celui qui n'est pas dépensé. Et puis après, on fait aussi attention aux revenus. D'accord, soit on les stabilise, soit on essaie de les augmenter. Et il faut toujours prévoir d'investir. C'est pas parce que en 2008 il y avait la crise chez Leroy Merlin qu'ils n'ont pas ouvert de nouveaux magasins. D'accord ? Au contraire, ça peut être, les crises, ce sont des vecteurs d'opportunité, il y a toujours des bonnes affaires à faire. Alors, d'un point de vue agilité, réduire les dépenses, qu'est-ce que je fais moi à titre personnel qui pourrait t'inspirer ? Alors j'ai regardé dans mon budget global de la famille, ce qui prenait une place assez importante, c'était notamment tout ce qui était location de vacances, parce que quand on part, on part dans des locations qui nous coûtent entre 1200, 1300, des fois 1500 € la semaine. D'accord ? Donc là, cette année, on avait 8 semaines de congé avec mes enfants, ma femme et moi. Donc forcément, quand on est parti, si on partait 3 semaines, ça faisait tout de suite 4500 € de dépenses. D'accord ? Mais du coup, on a eu une bonne idée qui nous est arrivée via nos voisins, c'était de faire un échange de maison. C'est-à-dire que plutôt que partir nous dans une location Airbnb qui va nous coûter très cher, et de laisser la maison vide, avec les poules, avec le verger qui produit plein de fruits, le potager qui produit plein de légumes, et en fait la piscine dont personne ne profite si ce n'est les grenouilles et les tritons, en fait il y a des gens qui peuvent venir habiter chez nous.
D'accord? Alors, je sais que, il y a des freins émotionnels, psychologiques à ça et on est passé par là aussi, ça n'a pas été, tout de suite, tout rose et on s'est dit: «Ah tiens, on va louer la maison, c'est super». Non, on s'est dit: «Ah bah, attends, mais qu'est-ce qu'on fait de nos affaires personnelles? Où est-ce qu'on les range? Comment on adapte la maison? Qu'est-ce qu'on fait? Qui sont les gens qui vont venir?» et cetera. On s'est posé tout un tas de questions, mais ce qui est normal quand on, investit, on va dire, dans un nouveau support de vacances et donc on a, 2, familles qui sont venues, loger chez nous et puis nous, on a été loger chez eux, en échange, d'accord? Et donc ça nous a coûté, l'abonnement à la plateforme, c'est-à-dire, 140 € pour l'année, d'accord? Et ça nous permet de faire autant d'échanges de maisons qu'on veut. Donc d'un côté, bah, on a économisé plus de 3 000 € de location et on a dépensé seulement 150 et on a été logé dans des personnes dont c'est les résidences principales ou secondaires, mais des choses qui en termes de qualitatif, de surface, et cetera, d'emplacement, qui sont bien meilleures que ce que nous on se serait payé pour 1 200 ou 1 300 € la semaine. Donc cette plateforme, elle s'appelle Home Exchange, et là tu as mon code de parrainage si jamais tu as envie en fait de t'inscrire. Le fait d'être parrainé, ça te donne en fait un pouvoir d'achat supplémentaire sur la plateforme, et puis moi ça me donne aussi un pouvoir d'achat supplémentaire pour ça. Et puis si tu as des questions sur cette plateforme-là, tu me contactes soit dans les commentaires ou par email, c'est avec plaisir. Mais en tout cas, ça, c'est une partie des économies qui ont été réalisées cette année, qui se chiffrent en plusieurs milliers d'euros, qui étaient assez faciles à mettre en place et très intéressantes. En termes d'économie aussi, ça va être beaucoup plus d'autoproduction, c'est-à-dire l'appel aux artisans sur les choses que je sais pas faire, bah, je vais continuer. Par contre, sur le bricolage, le jardinage, le maraîchage, eh bien, diminuer les dépenses de ce côté-là pour plus le faire moi-même, d'une part parce que j'ai envie, et aussi d'autre part parce que ça coûte de l'argent et que je préfère mettre du temps là-dedans parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir, aussi bien de produire des légumes que d'aménager des étagères notamment. Voilà. Sur le jardinage, donc ça a été une passion dans les 2 dernières années, mais la passion n'est pas aussi grande que ce que je l'avais imaginé. Donc je suis plutôt en train de réduire ce volet-là en termes de temps et de surface. C'est-à-dire qu'en termes de surface comme de temps, je vais y passer 2 fois moins de temps. D'accord? Et donc ça occasionne notamment la vente d'un terrain où il y avait quelques garages aussi avec, parce que bah, le temps pour m'occuper du terrain, je l'ai pas, il est un peu trop loin de la maison, et donc ça c'est un compromis de vente qui a été signé cette semaine, et donc du coup j'ai aussi quitté une association de jardinage collectif parce que ça me prenait beaucoup de temps, et les productions de légumes en face n'étaient pas valorisées par rapport au temps que j'y peux y passer moi à la maison, où du coup bah, je passe le même de temps, mais j'ai beaucoup plus de production, je repars avec beaucoup plus de légumes sur 1 heure investie chez moi que 1 heure en collectif. Autre investissement qui a été réalisé cet été, des panneaux solaires. Donc j'ai fait poser 12 panneaux solaires pour à peu près 13 500 €. Je prévois entre 1 000 et 1 100 € de revenus par an pour cet investissement-là. Donc c'est quasiment du 8% net d'impôt, donc c'est un très très bon investissement. En plus, c'est plutôt écologique. Et ça protège de l'inflation, puisqu'on a vu aussi que les prix de l'énergie, et notamment l'électricité, avaient très fortement augmenté ces dernières années. Donc là, bah, forcément, si les prix augmentent et que moi mes panneaux solaires, bah, forcément, ça veut dire un rendement qui va être très très intéressant. Donc ça rentre aussi dans mon plan pour combattre l'inflation. Et puis, il ne faut pas oublier que, enfin en tout cas, c'est pas vrai pour tout le monde, mais dans mon cas, les impôts, c'est quasiment ma plus grosse dépense de tous les ans. D'accord? Avec les mensualités d'emprunt, les impôts, ça se chiffre. Alors je vais pas te dire, je vais te donner un ordre d'idée, mais c'est pas le chiffre exact, d'accord? C'est peut-être 30 ou 40 000 € d'impôts par an. D'accord? Donc c'est des trucs qui sont énormes. Et donc si je peux m'attaquer sur les trucs énormes, me concentrer dessus et gagner ne serait-ce que 10% sur cette somme-là, c'est beaucoup plus intéressant que de gratter des choses sur des dépenses de 100 ou 200 €. D'accord? Tu comprends bien que le gain, il est plus intéressant. Et donc l'optimisation fiscale, elle se fait notamment sur les travaux dans les lots de garage, l'optimisation comptable via les diverses sociétés, les holdings, etc. Et via les niches, et notamment une des niches que j'utilise, c'est tout ce qui est travaux à domicile, ou quand voilà, le jardinage, il y a une partie que je vais en faire moins, bah forcément je prends un jardinier, mais c'est le coût du jardinier, il est déduit à 50% de mes impôts. D'accord? Donc au lieu de ça coûte 22 € de l'heure, ça coûte que 11. Donc c'est vraiment intéressant d'optimiser ça, parce que les 11 € que je lui paye, si moi je passe 1 heure de plus à travailler, bah forcément je vais gagner beaucoup plus que 11 € de l'heure. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, dépenses. Mais il y a un moment, tu peux pas les compresser à l'infini, les dépenses, parce que tu as quand même besoin de vivre, etc. Il y a des dépenses que tu peux pas compresser, et puis se serrer la ceinture, c'est pas forcément très agréable. Donc, il faut aussi comprendre que c'est plus intéressant d'augmenter les revenus, d'accord? Là, effectivement, le potentiel de progression, il est beaucoup plus important que sur la compression des dépenses. Donc, l'idée pour moi, c'est déjà de stabiliser ce qui est en place, c'est-à-dire que
tous les garages que j'ai doivent être loués, d'accord? C'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de vacances possible, d'accord? De s'approcher des 100% de taux de remplissage, et notamment voilà, payé. Ça s'est traduit par des petits travaux, puisque on voit bien que comme il y a une tension économique qui se crée, notamment sur les garages de Rennes, on louait des fois 2 garages d'un coup, donc 2 garages de 18 mètres carrés, pour en faire un seul, ça faisait 36 mètres carrés. Ça, c'était loué 160 €, et puis on voit bien que cela, on a du mal à les louer en ce moment. Donc du coup, avec mon associé, on a monté une cloison pour séparer de un garage de 36 mètres carrés, en faire 2 petits de 18, loués à 90 € le garage de 18. Et ça, il y a beaucoup plus de demandes là-dessus sur les petites surfaces. C'est une indication que je te donne, mais grosso modo, voilà, donc on fait les travaux pour éviter d'avoir des vacances locatives sur des 36 mètres carrés, on les partage, on fait des 18 pour que ça se remplisse plus vite. Ce qui est extrêmement important aussi, un point auquel j'ai toujours fait attention ces dernières années et que je suis encore plus attentif actuellement, c'est tout ce qui est relation client, d'accord? C'est-à-dire que tous mes locataires, aujourd'hui, ce sont des clients, et je fais en sorte qu'ils soient bien, qu'ils aient des garages qui soient bien, qu'ils soient en sécurité, que leurs affaires, en fait, quand ils viennent les rechercher, elles soient dans le même état que quand ils sont déposés chez moi, que voilà, je mets pas de temps à leur rembourser les dépôts de garantie, etc., que je fais des prorata loyer, bref, d'avoir une relation client qui soit impeccable pour que ces clients me recommandent et avoir mes 100% de taux de remplissage, que quand il y a un client qui me dit ah ouais, les portes elles commencent à être un petit peu vétustes, en fait je fais en sorte de remplacer les portes, même si ça coûte de l'argent. Je sais que l'argent que j'investis dans les portes, il est mieux pour valoriser les garages, d'accord, valoriser à terme, valoriser mes clients, augmenter les loyers derrière parce que ça coûte de l'argent et les clients ils sont contents d'avoir une porte neuve, ils sont prêts à payer un petit peu plus de loyer en échange. Et moi, ça combat l'inflation et je fais de l'optimisation fiscale en même temps. Donc tout le monde est gagnant. D'accord? Et ça fait bosser aussi les artisans, et donc du coup ça participe à ne pas aggraver, on va dire, la récession économique. Un des gros travaux aussi qui vont être faits, ça va être la vidéosurveillance, qu'on a eu de la demande en fait sur ces points-là, notamment sur les garages de Rennes, où là sur un lot de 216 garages, on a le volume financier, on a le retour sur investissement en termes de perception de sécurité qu'on va pouvoir répercuter au niveau des clients. Et donc ça va faire partie des investissements qui vont être faits en 2025. Donc ça c'est sur l'existant, mais comme je te dis, si tu te contentes de faire ce que tu sais faire et qu'il n'y a pas de progression, il n'y a pas de nouveaux investissements, c'est quand même passer à côté d'une expansion de revenus voilà, pour les années à venir. Donc d'un côté, ce qui se passe, c'est que je me désentête naturellement, puisque ça fait quand même peut-être 1 an ou 2 que je me suis pas réendetté, que j'ai pas fait de nouveaux dossiers bancaires. Donc ça veut dire que grosso modo, je rembourse à peu près 4 000 € de capital tous les mois. Donc ça veut dire à peu près 50 000 € de capital tous les ans. Et donc du coup, si ça fait 2 ans que j'emprunte plus, mon taux d'endettement a baissé, puisque naturellement, j'ai remboursé du capital à la banque. Mais moi, ça me va bien comme ça. Je fais moins d'effet de levier, d'accord, je vais moins chercher de l'argent qui est cher en ce moment, et je préfère placer mon argent qui subit l'inflation dans des nouveaux investissements. Donc ça veut dire aussi peut-être des investissements qui sont moins gros, d'accord, des recherches de lots de garage qui sont moins gros. Après ça peut être en fonction de la société, de mes sociétés, si c'est moi qui achète à titre personnel une SCI ou une SAS, forcément les tailles des lots sont pas les mêmes, d'accord, parce que les financements sont pas du tout les mêmes. Ça veut dire pour moi me concentrer sur les garages, parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose que je connais depuis 12 ans, je vois toujours pas de nuages à l'horizon sur cette classe d'actifs immobiliers, parce que la demande, en fait, elle est extrêmement importante, elle est très stable, les gens sont prêts à payer de plus en plus cher pour les garages, donc moi je vois de la protection contre l'inflation, je vois de la valorisation de mon patrimoine, je vois que des bonnes choses en fait, donc c'est pour ça que je continue à partager ça notamment en ligne avec toi, et puis que je continue à le faire moi de manière personnelle. Une autre source d'investissement dont j'ai pas beaucoup parlé en fait, mais que aujourd'hui j'estime que j'ai envie d'en parler, donc le partager avec ça avec toi, c'est tout ce qui concerne l'investissement en toi-même, d'accord? Toutes les formations que tu peux suivre, toutes les vidéos que tu regardes, tous les livres que tu lis, ce sont des choses qui te rendent plus compétent.
Alors après, en dépendant du domaine que tu regardes, hein, soit là tu es en train de devenir un investisseur plus avisé, plus compétent, donc ça va être ta capacité à générer des meilleures affaires et donc à lever plus d'argent, à générer plus de revenus. Mais il y a d'autres types d'investissements, et notamment ceux que je suis en train de réaliser cette année, et puis que j'avais commencé déjà l'année dernière, c'est tout ce qui est, on va dire, au point de vue des énergies. Donc les énergies, on va dire aussi bien la mienne, d'accord, ma force de vie, ma vitalité, mais ça se retrouve aussi dans le potager, puisque bah, forcément, les légumes, bah, on voit bien que entre ceux que j'achète au supermarché et ceux que on mange quand ils sortent du potager et qui sont cuisinés ou découpés, la tomate qui a été cueillie il y a 5 minutes et qui est dans l'assiette, elle n'a pas le même goût que la tomate que je vais chercher au supermarché ou même chez le maraîcher du coin. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que l'énergie en fait qu'il y a dans cette tomate, elle est différente. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte les années passées, et j'y prête de plus en plus d'attention, parce que bah, je me rends compte que bah, là, je vais avoir 40 ans là, dans quelques jours, et donc du coup, bah, je vois bien que la santé, bah, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que quand je vois mes parents, les amis de mes parents, etc., qui sont plutôt dans les tranches 65-70 ans, ou plus vieux, eh bien, les soucis de santé, ça les pénalise énormément dans leur retraite, et ça a un impact sur la vie qui est extrêmement important. Et donc moi, je fais le choix, dès aujourd'hui, de me projeter dans une vitalité pour les 60, enfin pour le temps qui me reste à vivre sur cette terre, et ben, qui soit beaucoup plus élevé. Et donc ça veut dire que j'ai commencé cette année le tai chi, que je me forme aussi au reiki, qui est une technique de soins, que je vais me former au feng shui pour bah, harmoniser la maison, les énergies dans la maison, et donc il y a des travaux au niveau de la maison qui vont être, qui découlent en fait de ça. Je vais aussi faire une formation en géobiologie, donc c'est comment est-ce qu'on manue le pendule, les baguettes, pour mesurer notamment ces énergies qu'on voit pas. Et les sommes investies sont pas négligeables, parce que dans toutes ces formations-là, de cette année 2024, je vais dépenser entre 3 et 4 000 euros, et en termes de temps, on est pas loin de 3 à 4 semaines à temps plein. Donc on voit bien que c'est vraiment pas un investissement négligeable, mais c'est l'investissement qu'on fait en soi, c'est quelque chose qui est éternel, qui a un retour sur investissement qui est énorme, parce que là, bon, moi j'investis dans les énergies, donc ma santé, la santé des gens bah, de ma famille, les gens qui viennent chez moi, etc., ma femme, mes enfants, mais quand j'investis dans le financier, bah, c'est pareil, c'est des choses où, quand moi je suis meilleur investisseur, si j'investis dans une formation, dans un bouquin, le temps que j'y passe, etc., derrière j'ai un retour financier qui est extrêmement important, d'accord? Donc ne néglige pas cet investissement en toi, d'accord? Pour terminer cette vidéo, je vais te proposer de fixer le bon objectif, d'accord? Alors comment est-ce qu'on se fixe un objectif financier? Comment est-ce que tu peux mettre en pratique ce que je viens de te partager avec toi dans cette vidéo? C'est on va se poser plusieurs questions. Qui fait quoi? Quand? Combien? Et pourquoi? D'accord? Le où et le comment, on verra ça dans la prochaine vidéo. Alors qui va investir? Aujourd'hui, un de mes objectifs financiers, c'est d'investir avec ma SCI, puisque elle a encore une petite marge, elle peut accueillir un ou deux lots de garage supplémentaires, donc elle va investir dans quoi? Des lots de garage, parce que bah, je sais que c'est le truc le plus rentable, ça l'a toujours été depuis, bah, voilà, depuis que j'ai commencé en 2013, et je pense que ça sera toujours valable jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Quand? Bah, as soon as possible, hein, donc dès que possible, idéalement cet automne, éventuellement au printemps prochain, donc voilà, dans une période de durée de aujourd'hui jusqu'à dans les 6 mois à venir. Combien? Eh bien, la SCI, idéalement, elle accueillerait un ou plusieurs lots de garage qui représentent 10 000 euros de revenus par an, et autour de 10% net. Ce 10%-là peut être minoré, majoré en fonction de la qualité de l'emplacement, de la sécurité, etc. Donc les critères de la qualité du lot de garage. Et pourquoi je le fais? Ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie en fait de faire quand on se fixe un objectif. On va toujours se concentrer sur qu'est-ce que je veux acheter, combien ça rapporte, etc. Mais on se pose rarement la question de pourquoi on le fait. Et pourtant, c'est essentiel, d'accord? C'est-à-dire, c'est pourquoi je le fais, c'est quelle intention je mets en voulant réaliser cet objectif-là, d'accord? C'est ce que je te disais dans les formations, l'énergie que je mets. Est-ce que c'est... qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi est-ce que je le fais? Donc en l'occurrence, moi je le fais parce que, ça m'amuse, d'accord? C'est mon métier hein, d'investir dans le garage. Aujourd'hui, je gagne... voilà, 4, 5, 6 fois plus
avec mes locations de garage que à partager des choses sur internet, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'éclate. J'adore la relation avec mes clients, je suis content de les avoir au téléphone, je suis content d'avoir la relation avec eux, les voisins aussi, d'accord? Le lot de garage, il n'est pas isolé, d'accord? Il y a des voisins autour, donc j'ai des relations aussi avec ces gens-là. Je trouve que c'est essentiel en fait, le service que je propose aux 200, 300, 400 locataires dont je m'occupe, bah en fait je vois bien que si je rends les gens contents, que je leur donne des garages de qualité à un prix correct, etc., bah en fait ça a un impact sur leur vie qui est plutôt positif. Et donc je veux continuer à maximiser l'impact que je peux avoir, et c'est la même intention que je mets quand je tourne cette vidéo-là, c'est-à-dire que je t'envoie beaucoup de bonnes choses pour que ça ait un impact positif sur ta vie, d'accord? Donc ça c'est vraiment l'intention que je mets là-dedans. Et donc pour le où et le comment, eh bien ce sera le sujet de la prochaine vidéo. D'accord, où je détaillerai en détail ma stratégie au niveau des lots de garage, où je vais t'expliquer exactement comment je fais, pourquoi je le fais, où est-ce que j'investis, comment je cherche, etc. Tu auras le détail de ma stratégie. En attendant de retrouver cette deuxième vidéo, j'aimerais bien savoir, toi, comment est-ce que tu te fixes tes objectifs? Quels sont-ils? Voilà, où est-ce que tu prévois d'investir? Dans les garages, pas dans les garages? Voilà, tu me dis dans les commentaires. Si tu souhaites pas partager ça publiquement, je suis aussi disponible par email. Donc l'adresse c'est julien@parkinggarage.fr. Je serai ravi en fait de te lire et de te répondre aussi, parce que je réponds à tout personnellement. Des fois vous me posez la question si c'est moi qui réponds ou un de mes assistants. En fait, je n'ai pas d'assistant. Je préfère voilà, avoir la relation en direct avec toi. C'est ce qui me fait le plus plaisir dans ce métier-là. Donc voilà, et donc la vidéo suivante, on se retrouve dans quelques jours, le temps que je la tourne, je la monte et que je la mette en ligne. Et pour ceux que ça a intéressé, toute cette partie lecture de l'économie, pourquoi est-ce qu'on investit son cash dans les actions, dans les obligations, dans l'immobilier, etc., et qui veulent avoir une vision globale de ce que moi j'ai appris en conseiller en gestion de patrimoine, et comment je fais les choses, et d'aller un peu plus en profondeur dans cette partie pour ton patrimoine, eh bien il y a une formation que j'ai créée il y a quelques années, qui s'appelle Réussir la protection de son patrimoine, que éventuellement je peux ouvrir pour les personnes intéressées. Alors j'ai pas fait de promotion, il n'y a pas de page, etc. Mais si ça t'intéresse, tu m'envoies un petit mail, et puis voilà, moi je te ferai une promotion sur le prix de cette formation, et j'ouvrirai juste pour les personnes qui sont intéressées. Et puis si ça t'intéresse pas, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et on discute dans les commentaires avec plaisir. Je te souhaite une excellente journée, et merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tous les échanges qui vont en découler, et puis n'hésite pas à partager cette vidéo, à la critiquer positivement toujours, hein, mais voilà, à me donner des billes pour pouvoir créer d'autres vidéos dans ce style si ça t'intéresse, et je te dis à très bientôt, et encore merci d'avoir regardé cette vidéo.